Bon, tu nous as dit plusieurs fois que ton intervention était dictée par l'émotion, la passion. Bon, il y a aussi beaucoup d'éléments que tu as donnés qu'on aurait pu entendre en y réfléchissant sans forcément l'aspect émotionnel et passion. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est très bien. Il me semble que par rapport à la façon de laquelle cette université va se dérouler, puisqu'on va revenir sur les questions de santé dans l'atelier que va animer demain ou cet après-midi, en fin d'après-midi, demain matin, Philippe Laville, sur effectivement la réponse systémique des communs, dont le système de santé est évidemment un des aspects, comme tu l'as très bien dit. Moi, la façon de laquelle tu as dit les choses, ça m'évoque deux ou trois réflexions, en fait. La première, c'est que la manière de laquelle cette crise a été gérée, que ce soit sur les questions de santé ou plus généralement, on peut la regarder de deux manières qui, toutes les deux, sont vraies et ne sont pas complémentaires, en fait. L'une, c'est qu'il y a eu beaucoup d'éléments de solidarité dans la gestion de cette crise, y compris mis en œuvre par les institutions et le gouvernement. Et que c'est évident que nous, on regarde tout ce qui ne fonctionne pas. Et que tout ce qui ne fonctionne pas est tout à fait considérable. Mais le fait que des éléments de solidarité ont été en œuvre, là aussi, on peut le dire de deux façons. On peut le dire de la façon ils n'avaient pas le choix. On peut le dire aussi de la façon c'est normal parce que nos valeurs sont dans la société. Parce qu'on ne peut pas le gérer autrement, non pas parce que l'économie, parce que ceci, parce que cela, mais parce qu'il y a la société, que la société, elle existe. Et que c'est bien beau de dire tout le temps que la société doit fonctionner dans la compétition de tout le monde avec tout le monde, mais d'abord, elle ne fonctionne pas comme ça, et la crise l'a montré, et que les faits sont têtus, et que de ce côté-là, il y a des choses importantes. Et c'est important pour nous de savoir comment on le traite. Est-ce que l'on dit aux gens, ce qui s'est passé de bien, c'est par hasard et par aberration, ou est-ce que l'on dit aux gens, ce qui s'est passé de bien, ce devrait être la règle, et pourquoi ça n'a pas entièrement fonctionné comme ça? C'est toujours l'idée gramscienne de comment on gagne l'hégémonie. L'hégémonie dans les têtes, pas dans les politiques. Il y a deux choses différentes. Il y a le champ de comment on se représente la société dans laquelle on est et comment on se représente comment elle devrait fonctionner. Et puis, il y a les politiques qui le font plus ou moins, moins ou plus, etc. Et bon, voilà, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse les choses beaucoup comme ça, parce que cette crise, elle a été porteur beaucoup de nos valeurs, et pas simplement des dysfonctionnements des politiques publiques. Donc, comment on a envie de le dire, comment on a envie de le penser, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles cette université doit nous inciter à réfléchir. Et ce n'est pas évident, il n'y a pas de réponse unique. Mais je tiens à le dire parce que ton émotion, elle allait du côté de... Mais en même temps, tu disais, il y a plein de choses qui fonctionnent. Lorsque tu parlais de la désobéissance, c'est de la désobéissance, mais c'est aussi... les faits sont têtus. On ne peut pas faire autrement. C'est aussi parce que la vie, elle est comme ça. Et je pense que c'est important d'essayer de réfléchir. Est-ce que nos valeurs sont bien dans la société? Je crois qu'elles le sont. Je crois que cette crise nous le dit. La deuxième chose, c'est la relation entre le terrain et les politiques publiques. Je ne vais pas le dire à partir des exemples que tu as faits, mais ça m'a fait penser à un autre exemple. On a dans notre société française beaucoup de gens qui se sont vaccinés, qui l'aient fait volontairement, pas volontairement, mais dans les faits sont têtus. La plupart des catégorisations qu'on peut construire sont aujourd'hui vaccinées à 90% dans notre société. On est une des sociétés, en France, la plus vaccinée dans le monde. D'abord parce qu'il y a eu l'accès au vaccin possible, mais aussi parce qu'il y a eu socialement le fait que ça a été le cas. Il y en a qui sont beaucoup plus vaccinés que nous, qui sont en particulier l'Espagne et le Portugal, et c'est très très intéressant parce qu'en Espagne et au Portugal, l'aspect autoritaire du Macron là, qui nous poussait à nous vacciner pour de mauvaises raisons, avec les arguments les plus... ceux qui nous mettaient le plus en colère, elles n'ont pas été employées comme ça dans ces sociétés-là.
Et ça se voit sur une chose que je trouve très, très intéressante, qui sont les plus de 80 ans. Pour nous faire réfléchir, non pas aux plus de 80 ans, mais pour nous faire réfléchir comment fonctionne notre société dans cette période de crise. En France, les plus de 80 ans en institution sont vaccinés au plus haut niveau. Ce n'est pas 100%, parce qu'il y a des gens qui ont refusé, mais c'est tout près. Et puis, ceux qui ne sont pas en institution, c'est parmi les moins vaccinés. Et encore récemment, le président de la République a dit qu'il incitait les gens à aller prendre rendez-vous. Les 2 pays où les gens sont vaccinés à 97% lorsqu'ils ont plus de 80 ans, c'est les pays où on n'a pas incité les gens à aller prendre rendez-vous, on allait chez eux. Comme dans les institutions. On a dit, c'est pas parce que tu n'es pas en institution qu'on ne va pas faire pour toi comme on fait en institution. C'est le rapport entre le droit du citoyen et la politique publique qui lui permet d'avoir accès. Donc je prends cet exemple-là, il est un peu différent des tiens, mais moi c'est comme ça que j'ai envie de le lire. Voilà. Et je trouve que c'est important qu'on réfléchisse dans cette crise, dans ce premier aspect, parce qu'après on va rentrer dans des détails, des politiques particulières, etc., sur qu'est-ce qui fait société, comment les communs peuvent se traduire. Et le fait qu'il y ait une relation forte entre les inégalités telles qu'elles sont en œuvre et les politiques publiques qui permettent de répondre aux inégalités, c'est-à-dire qu'il faut faire à l'hôpital du sur-mesure. Voilà. C'est deuxième exemple qui me vient en t'écoutant, c'est l'affaire des populations vulnérables. Vous avez sûrement entendu il y a quelques jours qu'il y a eu des statistiques qui sont sorties sur le fait que la pauvreté n'avait pas augmenté pendant la crise. Mais l'INSEE n'a pas dit ça. L'INSEE a dit elle n'a pas augmenté au sens il n'y a pas plus de pauvres à la sortie de la crise qu'il y en avait au début. Sauf que comme c'est un institut qui a pas mal fonctionné cette fois-ci, ils ont dit par contre ceux qui sont pauvres, là ça s'est vachement détérioré pour eux. C'est-à-dire qu'ils renvoient à cette idée de politique publique. On a un débat qui est de se demander est-ce que le chiffre est vrai et est-ce que la pauvreté n'aurait pas augmenté alors qu'ils nous ont dit qu'elle ne l'a pas. J'en sais rien. Bon, a priori, il n'y a pas de raison que les chiffres soient mauvais. Ils sont construits de manière raisonnablement intelligente. Mais réfléchissons à l'autre aspect. Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Et ça renvoie à ce que tu disais, directement pour moi, où, dans une crise, les plus vulnérables, ils s'en prennent plein la gueule. Alors que les politiques générales font un coussin pour les autres. Voilà. Et ça, c'est pour moi le débat pour la Ligue, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une société basée sur les communs, basée sur les solidarités. Voilà. L'hôpital est le lieu ultime des solidarités. Il fonctionne sur ces solidarités encore et bien. Et je pense que c'est important de le dire, parce que s'il ne fonctionne même plus là-dessus, alors on pousse à la compétition de tout le monde avec tout le monde. S'il fonctionne encore comme ça pour beaucoup, alors on pousse sur l'extension de ce qui fait sa qualité encore actuelle. Ce n'est pas le même combat politique. C'est une question que je peux te poser déjà, mais qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire, voilà. Donc, j'ai fait mon boulot de président, j'ai réagi sur les 2 interventions. Je vais passer la parole à la salle. Il est 12h moins 20, donc on va prendre 7 minutes d'intervention. Je n'ose pas vous demander d'être court, mais si vous y arrivez, c'est quand même pas mal. Je ne vais pas faire des allers-retours parce qu'il n'y aura pas le temps. Et puis chacun d'entre vous aura 5-6 minutes pour répondre à ce qu'il veut. Il ne répondra pas à tous s'il y en a trop. Voilà. La salle, y a-t-il des mains qui se lèvent ? Levez-les toutes, les mains, parce que si c'est au fur et à mesure, on ne va pas le faire. Donc j'en ai 2 pour l'instant. J'en ai 5 là. Ok, 5, c'est bien 5. Ça devrait être assez varié. Il y a quelqu'un qui a déjà le micro, si j'ai bien vu. Moi, j'ai le micro. Et je peux commencer ? Voilà, et en plus de ça, j'ai 4 hommes et une femme qui sont inscrits. Donc sur le côté gender balance, ça ne le fait pas. Mais on commence par la femme. Merci beaucoup. Merci à tous les 2 pour votre témoignage, votre énergie. Je suis directrice d'hôpital, ex-directrice d'hôpital Sophie Creusier, donc je m'en excuse quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui. Je m'interroge beaucoup, comme vous, sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas
à faire descendre la population dans la rue? J'ai fait toutes les manifs. Comment on n'arrive pas à faire descendre la population? Comment on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils soient conscients que c'est un bien commun qu'on leur retire, qu'on leur vole? Et voilà, je me pose des questions, par exemple, sur ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me demande s'il ne faut pas être peut-être plus provocateur, aller plus loin sur un certain nombre de choses. Donner les moyens en personnel. Il n'y a jamais de débat national sur la fixation de l'Ondam. Faisons-en, je ne sais pas comment on peut faire pour dire combien c'est invraisemblable comment en France ça a été sabré depuis les années 2009. D'autres pays ont redressé la barre et nous, non. On ne l'a pas fait. Et quand on nous raconte qu'on a mis un petit peu plus, c'était tellement peu par rapport à tout ce qui manquait. Et vous parlez des personnels qui s'en vont. Comment peut-on tirer toujours sur le fil de la solidarité, des valeurs, quand on sait qu'à côté, il y a un secteur privé qui fait quand même 25% des lits et qui offre aux gens une rémunération plus, toujours à l'activité, là, pour le coup, ils prennent les activités rentables, et des conditions de travail qui sont confortables, puisqu'il n'y a pas cette obligation de service public. Moi, je me dis qu'à un moment donné, pour que la santé redevienne un bien commun, que l'accès à l'hôpital redevienne un bien commun, est-ce qu'il ne faudra pas se poser la question de l'existence d'un secteur privé? Je ne parle pas du secteur privé trop à but non lucratif, mais à but lucratif, 25% des lits dans la main des fonds de pension. C'est quand même, on est un des rares pays à être dans cette situation, hein. Je parle en tout cas européen. Deuxième chose, sur la démocratie, ben c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une misère qui va être donnée. On va dire qu'on mettra dans le conseil de surveillance un représentant des personnels, et encore, c'est le directeur qui le choisira s'il n'y a pas accord. Donc, c'est n'importe quoi, c'est un simulacre. De toute façon, le problème, il est déjà dans les moyens qu'on donne à l'hôpital. Et puis, je ne me rappelle plus... voilà, je pense je me demande s'il ne faut pas mettre vraiment les pieds dans le plat. La concurrence du secteur privé. On est dans l'anthropocène et dans cette concurrence, cette compétition. Le paiement à l'acte, qui est une horreur, parce que ça veut dire, vous l'avez très bien dit, je vais m'arrêter là, pardon, parce que c'est le lien qui n'est plus... c'est l'humain, plus tout ça, ça ne compte pas dans notre société. Il n'y a que les valeurs financières qui comptent. Et bon, tout ça, évidemment, ça se traduit sur des niveaux de salaire qu'il faudrait bien sûr relever. Peut-être là-haut, c'est possible que tu montes là-haut. Il y a le monsieur. Merci. Pas beaucoup plus long que la précédente, peut-être même plus court. Ça sera très court. Va bien. Oui, c'est une question d'économie. On peut le constater, l'économie domine nos sociétés avec la technologie, et voilà. Mais alors, l'économie a une représentation circulaire, mécanique de l'activité économique, alors que l'observation nous montre qu'il y a dégradation d'énergie, dégradation de la matière, des métaux par exemple, par frottement, usure, oxydation et tout ce qu'on veut. Il y a une perte. Et la science économique est tout à fait rébarbative à cette approche, à ce sujet, à cette réalité même, à cette réalité. Donc elle nous baratine, elle est inadaptée à tenir compte de la réalité économique, des réalités réelles. Et voilà, je voudrais savoir ce qu'en pense Monsieur Coria. Tout au fond là-bas, c'est possible? Ok. Vas-y. N'enlève pas ton masque pour parler dans le micro parce que quelqu'un passe derrière et ce n'est pas le moment de lui donner le virus. En direct, je veux dire. Okay, merci. Merci de me donner la parole.
Merci évidemment de vos exposés. Je voulais plus m'adresser à Sophie, à monsieur l'économiste. Alors, moi, il dit des tas de choses sur les puissances financières qui sont abominables, qui cassent les choses. Il parle aussi, bien sûr, des grands lobbyistes et tout. J'ai pas. Mais on parle pas du tout du système capitaliste financier qui sont complètement liés à toutes ces grosses, ces acteurs éminemment puissants qui font du lobbying partout. On a vu en Europe, etc. Bon, voilà, c'est un peu mon souci, ma question un peu. Comment ça se fait qu'on ne veut plus parler du capitalisme financier qui sont évidemment avec toutes ces grosses entreprises transnationales qui sont le bras armé de ce capitalisme financier, avec bien sûr ce marché, ces marchés financiers. Et alors on tombe, on accuse, je termine là-dessus, on accuse. Alors, on l'a bien entendu dans vos propos, on accuse, à juste titre, mais on met en avant le politique. Mais est-ce que l'économiste ne pourrait pas quand même nous parler de cette globalisation de la finance internationale et de son pouvoir par rapport au pouvoir politique? Merci bien. Tout au fond, oui, juste là, de l'autre côté du couloir, c'est bien. Nettoie bien le micro quand même sur le haut, parce que monsieur a des fois baissé son masque. Oui, je sais, je mettrai du gel après. Donc moi j'ai une question, et j'ai trouvé tous les deux que votre propos était très intéressant, et notamment Sophie, quand vous avez parlé de l'élection à venir. Donc moi ce que je voudrais savoir, on a une échéance qui va arriver, là en avril, avec à la fois le Parlement et l'élection présidentielle. C'est comment on va réussir à engager ceux qui se présentent sur les grandes questions fondamentales que sont la santé, mais également ce que vous avez présenté, Benjamin, sur l'évolution de la société. Or, à l'heure actuelle, on n'entend rien, donc je me demandais si, moi je suis récente à la Ligue, mais je me demandais si justement, à la fin de cette conférence, on ne pouvait pas aussi aider et engager les politiques pour à la fois vous soutenir sur l'hôpital public, mais pas uniquement sur l'hôpital public, sur toute la santé, puisque en fait ce qui est intéressant, c'est les réseaux, puisque l'hôpital, lui tout seul, ne peut pas tout faire. Voilà. Tout en haut, tout en haut. Du coup, bonjour, j'ai trois questions, un pour chacun et puis pour l'ensemble, enfin pour vous deux. En fait, pour monsieur Coria, moi, c'est vis-à-vis de vos remarques, que pensez-vous de la théorie du donut et pourquoi les États ne s'y engagent pas, en fait? Parce que vous parlez de l'anthropocène, de ses limites, et des différentes limites, d'ailleurs, en disant qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Et du coup, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pensez de la théorie du donut? Et si du quoi? Du donut. C'est l'idée que... je pense, enfin, bon, si vous connaissez en plus, oui. C'est l'idée qu'en fait, il y a une limite basse de ce qui est acceptable de faire dans l'économie et une limite haute à laquelle on ne peut pas dépasser parce que finalement, on détruit nos ressources de manière non renouvelable. Et du coup, je me demandais si vous aviez réfléchi à ça dans vos communs, dans l'idée de qu'est-ce qui est acceptable entre les deux et quelle est cette zone. Ensuite, pour Madame Crozier, vous évoquiez l'idée de désobéissance civile au sein de l'hôpital. Au sein de l'hôpital, vous signaliez que, en fait, dans les grèves, que malgré les grèves, malgré les remarques, vous n'étiez pas écouté. On sait notamment que dans les grèves, un service minimum est obligatoire. Est-ce que la désobéissance civile au sein de l'hôpital passe par l'idée que le service minimum ne se résumera même plus qu'à l'urgence, alors que, vous l'avez signalé, actuellement, les soins, que ce soit psy, pédiatrique, et même les interventions non essentielles ne sont plus assurées dans une période Covid, alors qu'elles sont obligatoires dans les périodes de grève. Et enfin, pour vous deux, finalement, c'est plus une réflexion
sur l'idée que, et même vous trois, en fait, vous parlez des valeurs de la société, où vous signalez que cette crise a mis en avant qu'on avait les valeurs, que ce soit la solidarité, le soutien, finalement, même la charité à certains moments, mais que ça ne se traduit pas dans le droit. Et en fait, pourquoi, à votre avis, ça ne se traduit pas dans le droit? Merci. Peut-être tout devant, du coup. Là, j'en avais deux qui avaient envie de prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un micro, là? Il y en avait un. Tu donnes au petit Gérard, là. Merci. Gérard. 2 questions, mais je les pose rapidement. La première, je voudrais introduire la dimension internationale sur la question de l'hôpital, notamment. Est-ce que c'est une problématique franco-française? Et dans quelle mesure elle existe ailleurs? Et est-ce qu'il y a ailleurs des luttes et des possibilités de convergence? Ce qui m'amène à une autre question qui est peut-être plutôt pour Benjamin Coria. La refondation du service public. Est-ce qu'on doit... Je pense qu'en posant la question, je donne la réponse, mais est-ce qu'elle doit être nationale ou est-ce qu'il n'y a pas à prendre en compte de plus en plus une dimension internationale? Et si oui, quels moyens on peut se donner? Sur quelle base ça peut se faire? Donc, Malik. Oui, pour aller dans la continuité. Alors déjà, juste en termes franco-français, on sera là le 4 et justement, on manifestera dessus. Là-dessus, il n'y a aucun problème, la Ligue sera dessus. Non, on est d'accord ensemble. Le problème, c'est que manifestement, il y a un doute parce que dans le monde, on n'est pas majoritaire à porter des majorités sociales citoyennes et des majorités politiques qui partagent notre point de vue. Donc, nous devons nous interroger. Les inégalités sont-elles moteurs de croissance? C'est ce que nous répondent certains. Au niveau mondial, l'Anthropocène doit aussi amener à réfléchir sur l'humanité acceptable. Donc, y a-t-il une mortalité acceptable? La répartition entre l'action publique de redistribution et l'action privée de ruissellement, pour prendre le terme de notre président de la République bien-aimé, est aujourd'hui en choc avec nos points de vue. Donc j'aimerais bien vous entendre sur ces 2 notions pour voir justement comment des solutions peuvent avancer. Je ne vais pas prendre trop de risques là. Je vais quand même repasser la parole à la salle, enfin pas à la salle, à la tribune, pardon, parce qu'il y en a eu beaucoup des demandes. Et puis que les débats vont se poursuivre sur beaucoup des points particuliers, puisque nous rebondissons à peu près sur chacun des points qui sont là à divers moments des discussions des 2 prochains jours. Je recommence par toi, Benjamin. Bon, très bien. Bon, je vais laisser de côté, évidemment, les questions qui concernent plus directement la santé, parce que je pense que la co-speaker, si je peux dire, sera plus pertinente que je ne peux l'être. Je vais me concentrer sur les questions pas vraiment économiques. Alors, première chose, quand on me dit pourquoi ne pas parler du capitalisme financier, etc., les bras m'en tombent. Franchement, les bras m'en tombent. Vous voulez... Hein? Mais j'ai fait que ça. Vous voulez que je vous en dise plus? Je vous dis que le système actuel est un système prédateur, basé sur l'extractivisme, qu'il produit des inégalités, qui nous a conduits aux limites de la survie de l'espèce humaine. Vous voulez que j'en dise plus? Hein? Peut-être que ça vous... Enfin, je ne sais pas, je m'énerve un peu. Mais parce que c'est une attitude qu'on trouve assez souvent. Il y en a qui se gargarisent en disant la globalisation financière, machin et tout. Ben, je le dis aussi. Mais le problème, c'est quel est le contenu et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que j'essaye de faire. J'essaye de faire du boulot technique et politique sur ne pas se gargariser de mots et de voir de quoi on parle vraiment. Bon, donc franchement, les bras m'en tombent. Bien. Ça me permet de répondre à la... oui, et puis sur Anthropocène, Capitalocène. C'est pareil. Une fois qu'on a dit Capitalocène, on a résolu le problème. J'ai écrit tout un bouquin dans lequel je dis l'Anthropocène est un Capitalocène. Et je vous ai longuement exposé que le grand moment de l'Anthropocène, c'est la grande accélération liée à la globalisation financière. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de se payer de mots, il faut regarder les contenus. Bien. Mais par contre, j'insiste, je pense que le mot de Capitalocène, d'Anthropocène
même si l'Anthropocène est un capitalocène. Je l'ai écrit, je le répète devant tout le monde et devant le film. J'ai aucun problème avec ça. Mais si je garde le mot d'Anthropocène, c'est parce qu'il y a tout un travail des géologues, des écologistes, des physiciens, des chimistes, etc., qui nous expliquent comment le capitalocène détruit la planète. Et ça, ce n'est pas les économistes qui le font. Hein, c'est eux. Voilà pourquoi on a besoin de ces deux notions. Bien, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur la première question. Je vais essayer d'être un tout petit peu moins véhément, mais je veux dire, c'est vrai, ça me fatigue d'entendre dire qu'une fois qu'on a dit globalisation financière, on a résolu le problème. Mais non, on a fabriqué un cache-sexe parce qu'il faut savoir en quoi ça consiste. Bien. Deuxième point, sur l'économie. Alors, vous avez dit l'économie, on voit les choses de manière circulaire, l'économie. Bon, donc, si vous voulez, quand on est du métier, ce qui est mon cas, malheureusement, il n'y a pas l'économie. Il y a des économistes qui appartiennent à des écoles de pensée complètement différentes, qui sont en conflit les unes avec les autres. Et vous m'avez invité, moi, vous n'en avez pas invité d'autres, et il y en a d'autres qui ne vous racontent pas du tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et je vais quand même faire un tout petit détour. Ce n'est pas du tout pour faire, comment dire, de la publicité personnelle, mais le dernier ouvrage que j'ai écrit s'intitule « Le climat, le bien commun et le marché, critique de Jean Tirole ». Jean Tirole, prix Nobel d'économie, vous voyez, moi, Benjamin Coriat, professeur d'une petite fac parisienne, j'attaque le prix Nobel d'économie. Bien, pourquoi j'attaque le prix Nobel d'économie? Précisément parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée, et il fait ce qu'il veut, le prix Nobel d'économie, j'ai pas de problème, sauf qu'il se met à parler des biens communs, et il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien. Lisez ses œuvres, lisez mon livre, et vous verrez qu'il dit... Elinor Ostrom nous parle des biens communs quand il s'agit des petits groupes, etc. Or, le climat, ce n'est pas un problème de petits groupes, donc Elinor Ostrom ne sert à rien. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que la voix de son maître, c'est-à-dire Les Échos, a publié un article hier qui s'appelle justement « Comment gérer les biens communs ?» et ça répète ça, ça répète ce que dit Tirole. Alors, où Tirole ne connaît pas le sujet ou il n'est pas de bonne foi, il y a un paquet d'articles de Elinor Ostrom sur le climat, dans lequel elle commence en disant « c'est pas du tout la même chose que pour les petites communautés, etc. Ça pose d'autres problèmes » et elle commence à expliquer comment on fait pour gérer le climat à travers ce qu'elle appelle, je vais y revenir dans une minute, des gouvernances polycentriques, etc. Et elle dit « il ne faut surtout pas laisser la question du climat entre les mains du marché et entre les mains, par exemple, des marchés carbone, etc. » Donc, je réponds à votre question. Il n'y a pas l'économie. L'économie est un sport de combat. Voilà. Et lisez mon dernier ouvrage, mais vous pouvez en lire beaucoup d'autres. Vous verrez que c'est un sport de combat. Il se trouve que nous sommes dominés. Notre voix est dominée comme, comment dire, la voix de ceux qui sont critiques, justement, du système. Bon. Donc, après, la question qui est posée là derrière, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est un peu les questions qui viennent de là. Alors, je commence par la partie plus technique de la même question, pour arriver à sa forme plus générale. La partie plus technique, c'est, puisque une grande partie de la question, c'est les services publics et les communs. Comment on refonde les services publics en commun. Sur ça, nous sommes tous d'accord. Alors, la question posée, c'est peut-on en tenir compte, peut-on avoir cette réflexion dans un cadre strictement national, etc. Alors, je vais faire une réponse nuancée. Je vais dire que pour certains aspects de la question, oui, il y a encore un très vaste espace national. Hein, sur la santé, par exemple, voilà, on peut concevoir un système de santé basé sur les ressources des citoyens, basé sur l'allocation de ces ressources, basé sur des droits d'accès qu'il faut entièrement refonder. Et je suis très solidaire, évidemment, de la bataille qui est menée par Grimaldi, par le CIH. Voilà, il y a toute une série de choses. Bon, moi, je rajouterai que les dimensions de démocratie sanitaire à renouveler et de gouvernance sont essentielles.
ce que le CIH porte, mais moins que la restauration de l'hôpital comme tel. Voilà, il faut juste avoir une pensée d'ensemble. Donc là oui. Sur d'autres questions, s'alimenter, se déplacer, etc. C'est-à-dire, par exemple, l'énergie, l'eau. Là, il y a une dimension globale. Et effectivement, il nous faut un espèce de parapluie de règles internationales auxquelles tout le monde se plie et qu'ensuite on aménage localement comment on fait. C'est-à-dire que, oui, voilà, on peut pas nous, interminablement, si je peux dire, on ne le fait pas, hein, de toute façon, rassurez-vous, chercher une solution du côté des énergies alternatives, pendant que l'Arabie saoudite continue de dire, de toute façon, on ne touchera pas à mon pétrole et je continuerai d'inonder la planète avec. Voilà. Donc là, il y a des dimensions, je veux dire, le réglage de notre propre service public ne peut se faire que en relation avec l'international. Et c'est là que se pose la question de comment on fait. Alors, et je retrouve mon premier point, Ostrom et la gestion des biens communs. Ça va pas se faire dans des conférences internationales. Hein, nous le savons maintenant. Hein, nous le savons. Hein, je veux dire, les conférences internationales ne pourront que sanctionner un rapport de force qu'on aura établi avant. Après, les conférences internationales pourront codifier ce rapport de force, comme ça a été le cas pour la sécurité sociale. Hein, la sécurité sociale de 1948, enfin d'après-guerre, a codifié un état du rapport de force. Et la codification importe. Hein, bien. Donc, voilà, les conférences internationales, il faut les conserver pour le moment où on pourra vraiment codifier un rapport de force constitué. Alors, après, c'est la vision d'Ostrom, il nous faut fabriquer des coalitions internationales qui comprennent des États, hein, qui sont partie prenante, par exemple, sur le climat, sur la santé, etc. Par exemple, sur le vaccin. Hein, il y a aujourd'hui l'Afrique du Sud et l'Inde qui ont déposé un projet de levée de la propriété intellectuelle sur le vaccin. Derrière, il y a toute une série d'ONG, Médecins sans frontières, Oxfam, etc. Il y a toute une série de citoyens mobilisés. Bon, il faut fabriquer des coalitions internationales. Bien. Et il faut que ces coalitions internationales, progressivement, marquent le terrain, obtiennent des choses. Va-t-on obtenir des choses sur le vaccin dans la semaine qui s'ouvre, hein, parce qu'il y a une discussion? C'est en cours. Ce que j'observe, c'est que ceux qui détiennent les brevets, sont vraiment dans une position extrêmement difficile. Hein, ça veut dire difficile. Pfizer, par exemple, hein, j'en profite pour le dire, vient d'annoncer que par charité, il donne pour fabriquer éventuellement en générique un médicament qui est encore expérimental, dont on ne sait pas très bien comment il va fonctionner. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dans lesquels les conditions d'usage sont extrêmement restrictives. En plus, il faut avoir été testé. Or, dans les pays du Sud, on ne l'est pas. Bon, voilà. Pourquoi il lâche ça maintenant? Avec une campagne internationale extraordinaire sur le thème Pfizer donne un médicament pour les pays pauvres, etc. Pourquoi il donne ça maintenant? Parce que dans 3 jours, on va discuter de la levée sur les brevets. Et c'est pour pouvoir miner la négociation sur les brevets et de dire c'est plus la peine puisqu'on a le médicament. Et ce médicament, il va concerner des populations en nombre infime. Les conditions d'administration sont extrêmement compliquées et c'est les populations les plus pauvres et les systèmes hospitaliers les moins équipés pour le distribuer. Donc, voilà la guerre. C'est ça la globalisation financière, vous voyez? C'est plus efficace de parler de la globalisation financière comme ça qu'en utilisant l'expression générale. Bon, donc, et c'est pareil. Bon, j'ai fini, oui, voilà. Et c'est pareil. Glasgow est un échec, mais la victoire, c'est qu'il est admis que c'est un échec, hein, et que les activistes, merci Greta Thunberg, 1000 fois, donc Greta Thunberg et les autres activistes sont parvenus à casser le message que la communauté internationale est active sur le climat et à montrer qu'ils sont rangés derrière les lobbies. Bien. Alors, après, il reste encore à continuer à construire la coalition active contre le climat.
Mais bon, voilà, la situation dans laquelle on est, c'est celle-là. Et la réponse au changement climatique, ce n'est pas un marché des droits pollués qui va empirer la situation dans la planète, ce qui est la proposition de Jean Tirole, c'est bien celle d'Ostrom, fabriquer des coalitions autour de Greta Thunberg et de plusieurs autres pour introduire des changements. Bien, et bien voilà, hein, vous voyez, ce champ de bataille-là, c'est celui qu'on a dans la théorie économique. Voilà, je vous remercie. Madame Crozier. Bon, merci à toutes et tous pour vos questions et puis vos suggestions. Alors, je reviendrai peut-être sur une seule chose, enfin, une chose finalement qui traverse l'ensemble un peu des questions. D'abord, revenir du coup justement sur la question de la solidarité en réalité, parce que je pense que comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on arrive à se mobiliser de façon plus globale? Comment est-ce que, parce que c'était une des questions principales dans les réflexions à venir, comment est-ce que ça peut s'inscrire, etc. Moi, je pense que cette question de la solidarité, elle est importante. Alors, c'est vrai, je pense que comme ça a été dit, oui, ça a été quelque chose de très fort. Hein. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ces trucs, sur cet élément majeur et positif et qui reste. Enfin, je voudrais rassurer, je suis désolée si j'ai eu vraiment un discours très catastrophique, mais oui, la solidarité, c'est encore présent et heureusement, ça fait partie de nos valeurs à l'hôpital et heureusement, c'est tout à fait essentiel. Donc oui, je pense que si on devait réfléchir à quelque chose qui doit nous rassembler tous, le plus petit dénominateur commun, c'est l'humain, c'est la solidarité. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on construise nos communs à venir, etc. Enfin, pour moi, c'est essentiel. En tout cas, sur l'hôpital, pour moi, c'est un modèle important. Comment bouger? Alors, j'entends, oui, alors sur les questions de désobéissance civile, etc. Les grèves, non, il y a une limite, nous, effectivement, qu'on s'est fixé. Je ne pense pas qu'on ira jusque... Effectivement, c'est un bras de force, mais qu'on ne pourra pas, on ne peut pas. Quoi. Là, moi, en tout cas, en titre personnel, hein, je ne peux pas m'engager pour les collègues, mais je sais que c'est des discussions qu'on a eues sans fin. La grève des soins, ce n'est pas possible. Quoi. Alors, dans le contexte actuel, en plus, où il y a eu une population hyper fragilisée, où le recours aux soins a été quand même très difficile pendant un moment, c'est impensable. Mais bien sûr qu'on est conscient que c'est un des leviers importants. Bien sûr qu'il y a un bras de fer à réfléchir et que justement, on a encore, c'est un laboratoire d'idées, il faudra arriver. Oui, c'est super important aussi, je ne sais plus si c'est dans la salle ou si ça... Non, c'était une question écrite sur le fait que, évidemment, la mobilisation, elle doit s'élargir, elle doit s'élargir au-delà de l'hôpital public. Évidemment, l'hôpital public, effectivement, il n'existe pas sans la médecine de ville. Évidemment qu'il faut que ça soit un accès à la santé qui soit défendu, et c'est ça, il faut qu'on arrive à le faire. Ce qui est compliqué, en fait, et les raisons pour lesquelles c'est peut-être pas assez fait aujourd'hui, c'est que il y a, et ça a été dit, on a parlé de la question du privé, mais oui, vous avez raison, c'est un vrai sujet, la question du privé aujourd'hui. Le problème, c'est que la médecine de ville, il y a une partie de la médecine de ville, remarquable maison de santé, le secteur 1, pour le dire quand même, qui sont dans le même combat que nous, avec des difficultés qui sont peut-être même encore pire, j'en sais rien. Je pense que tout ça, il faudrait qu'on arrive à se retrouver, c'est pas évident. Et puis, il y a une médecine, bon, c'est comme ça, moi, je vais pas la critiquer, elle existe, on peut pas la limiter, on peut pas limiter. Aujourd'hui, les budgets, effectivement, l'ONDAM, il est fixé à chaque fois, et quelle est la variable d'ajustement? C'est toujours l'hôpital public, c'est facile de contraindre l'hôpital public, c'est impossible de contraindre le privé lucratif. C'est pas possible, on n'y arrive pas, il y a des lobbies, il y a tout ça, enfin, voilà, ça, c'est éminemment politique, malheureusement, ça, on n'y arrivera pas. Sur la question effectivement des convergences de l'UP sur l'international, c'est hyper important. Alors ça, c'est génial parce qu'on a pu avoir des contacts là l'année dernière à partir du printemps à peu près, enfin important, il y en avait déjà eu, mais bon, la crise avait quand même rendu les échanges un peu difficiles. On s'est toujours pas vu, mais par contre, on s'est beaucoup réunis par des réunions Zoom, et ça avait fait l'objet d'une manifestation. On était 300, c'est pour vous dire comme c'était important la santé, avec une mobilisation internationale le 29 mai dernier, avec nos collègues européens. Il y a la santé en lutte en Belgique qui est hyper active, avec qui on est très en contact, qui sont vraiment, enfin c'est vraiment chouette. Puis on avait rencontré aussi un député avec Philippe quand on avait été, bon, enfin bref. Mais oui, il y a une mobilisation dans toute l'Europe, il y a une mobilisation sur les vaccins. Alors le 29 mai, il y a eu beaucoup de mobilisations, notamment en Italie, sur l'accès justement
sur la levée des brevets pour les vaccins, etc. Donc il y a quelque chose qui est là, qui existe, qui on continue à échanger. Sincèrement, c'est vrai que c'est quelque chose à cultiver. Moi, je suis absolument persuadée qu'on y arrivera beaucoup mieux, y compris sur les questions de l'accès à l'innovation thérapeutique. C'est un enjeu qui est complètement européen. Et puis au-delà de l'Europe, il y a d'autres pays. En fait, là, on a été en lien quand on avait fait cette immense... ça a été un immense appel avec très très peu de monde dans la rue, mais c'est comme ça. Mais enfin, pour nous, c'était important parce que c'était partout en Europe. Il y avait aussi... d'autres pays d'Amérique du Sud, le Québec, on est très proche du Québec. Bon, si on suit un peu l'actualité, ce qui est notre cas sur le sujet de la santé, mais c'est catastrophique aussi. Ils appellent au secours, ils sont à peu près dans les mêmes situations, avec des choses qui leur tiennent à cœur de la même façon. En fait, ce qu'ils essayent de faire valoir, c'est les valeurs du soin, c'est la solidarité, c'est le temps, etc. Donc, il y a vraiment des choses qu'on retrouve, et ces communs-là, c'est quand même rassurant. Enfin, je ne voudrais pas terminer sur une note, je suis désolée, parce que j'aime pas du tout ça. D'habitude, j'aime bien essayer d'être positive, et du coup, je suis pas sûre que je l'ai été, mais parce que j'essaie... Non, mais je pense que sur ces valeurs-là, il y a quelque chose de très fort sur lequel on peut continuer à mobiliser. Et oui, il faut qu'on voit. Alors, nous, on n'est pas hyper bien organisés, pour être honnête, nos petits collectifs, là. Donc, on essaye comme ça de construire. Mais avec vous aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que ça sera tout. Parce que mais merci en tout cas pour vos questions. Je voudrais parler sur vos deux sujets pour conclure. On a traité de ces questions de l'économie à travers l'approche que tu nous proposes, Benjamin, parce qu'effectivement, elle nous intéresse énormément. Ce qu'il faut dire, c'est que la Ligue des droits de l'homme, elle regarde les apports des économistes, elle le regarde à travers ce qui lui importe, c'est-à-dire comment ce débat qui a lieu dans la société, ces propositions vers les politiques publiques, nous rapprochent de ce qui est notre objectif, c'est-à-dire l'accès effectif aux droits pour tous, toutes. Bon. Donc, cette approche-là fait bien entendu partie tout à fait de ce qui nous informe. On aurait pu, d'ailleurs, dans cette université, j'insisterai un petit peu là-dessus, proposer d'autres approches qui étaient tout aussi partielles et tout aussi intéressantes. Tout aussi intéressantes, je pense. Alors, on a réfléchi à un moment de regarder avec des économistes qui se préoccupent davantage de ce qui se passe dans les pays en développement, sur l'informel, puisque cette crise, elle a mis en crise, cette crise sanitaire a mis en crise des modèles qui répondent aux besoins des gens largement en partie dans les pays pauvres, avec la place qu'a pris l'informel, qu'on préférait que ce ne soit pas de l'informel, mais l'informel, il répond dans la réalité de ces sociétés à beaucoup de choses, et comment cette pandémie casse l'informel et casse la capacité de survivre. Bon, et c'est quelque chose de tout à fait important. Et quelles sont les réponses de la communauté internationale, puisque c'est une crise globale dont la communauté internationale, est responsable et qui ne fait rien. Il y a sûrement des économistes qui auraient pu nous introduire les choses comme ça. La question de la monnaie. On a un bouquin qui est sorti là, début 2021, c'est-à-dire en pleine crise, avec 3 personnes qui contribuent de différentes façons, Aglietta, Valla, Queré, sur le futur de la monnaie. Dans la crise, la monnaie a joué un rôle tout à fait considérable, à la fois pour donner un bout des réponses et pour ne pas donner un autre bout de réponse. Nous, on va le lire dans tous ces cas-là, à travers exactement la façon de laquelle tu l'as posé dans ton point 2, qui est comment nos systèmes économiques et sociaux, comment les solidarités répondent à l'accès aux droits. Bon, et dans ce bouquin sur la monnaie, c'est assez intéressant, parce que aussi bien Queré, qui est un des dirigeants de la Banque centrale européenne, et qui d'ailleurs été intervenu dans une de nos universités il y a quelques années, Aglietta et Valla, lorsqu'on lit leur affaire et qu'on regarde comment la monnaie a joué son rôle, ça intéresse la Ligue des droits de l'homme. On aurait pu le prendre sur la question des chaînes de valeur, c'est-à-dire toute la question de comment la production est organisée, puisque tu as parlé à un moment de la pénurie de masques, qui reflète une organisation de l'économie prédatrice par la manière dans laquelle tu l'as pris, qui, en temps de crise, fonctionne d'une certaine façon, et comment une crise globale fait que ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la relation entre les droits de l'homme et
et les crises globales, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc je veux dire, c'est pour ça que nous essayons dans cette université de dire que ce sujet de l'économie et sa relation avec les droits de l'homme, il est tout aussi multiforme que notre monde est complexe, et que la façon de laquelle répondre aux crises, c'est toujours pour nous deux niveaux, c'est-à-dire un niveau d'analyse globale, et puis une démarche extrêmement réformiste, c'est qu'à tout moment, il faut avoir accès aux droits, dans les situations dans lesquelles les gens sont, et qu'il faut pouvoir répondre aux deux niveaux, comment le système peut fonctionner, mais comment, lorsqu'il y a la rupture sur l'accès aux droits, on s'en débrouille. Et le deuxième point, c'est sur la santé. On a eu un seul débat international, je crois, en France sur la santé vers le début de la crise, qui a touché un peu le grand public, qui a été le système de santé en Allemagne par rapport au système de santé en France. Et en Allemagne, il y avait 30 000 lits pour l'urgence. Et dans le débat qu'on a eu, l'idée, c'était que comme ils avaient la chance d'avoir un système de santé décentralisé, et que donc ils avaient des doublons dans tous les sens, même pas des doublons, puisqu'ils avaient 16 gestions, et du coup, ils avaient beaucoup plus de lits globalement, et que c'était super en période de crise. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la façon de laquelle il faut poser la question. Et c'est tout à fait intéressant, parce qu'actuellement, il y a un autre débat qui est en train de se faire entre l'Allemagne et la France, toujours sur cette affaire du système de santé, et qui est la relation entre le nombre de gens vaccinés et la capacité du système de santé à résister, qui est aussi un débat qui nous intéresse. Moi, ce que je veux dire à travers ça, c'est que cette université, bon, là, on est dans l'introduction et on va regarder un petit peu dans les détails. C'est vraiment dans un vrai monde très complexe et que y réfléchir beaucoup en termes de comprendre cette complexité à la fois donc comme système et comme problème de tous les jours, et le fait que ça bouge dans tous les sens tout le temps, c'est quand même la richesse de ce qu'est l'approche par les droits. Hein. L'approche par les droits, c'est tous les jours et c'est sur le fond. Et j'espère qu'on va arriver à progresser dans les 2 jours qui viennent. Voilà, ça c'était pour ce matin. On reprend à 2 heures précises, on n'a pas de raison de décaler. Hein. Le quart d'heure là qu'on a, on s'y attendait. Et on espère vous retrouver tous, hein, après avoir un petit peu déjeuné. Merci à nos intervenants.